protection est prononcée pour 5 ans, au bout d'un 5 ans, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans? Ça veut dire que la personne récupère sa capacité juridique, puisque le principe, c'est la capacité. D'accord? Donc, comment dire? Par exemple, un tuteur qui a mal fait son travail, entre guillemets, qui estime que la personne a encore besoin de protection, mais qui n'a pas déposé, qui n'a pas saisi le juge dans les temps, et cetera. La tutelle arrive à expiration, la mesure de tutelle arrive à expiration, le juge ne s'est pas reprononcer. Eh bien, normalement, la personne récupère toutes ses capacités et donc les autres ne peuvent plus exiger, de voir le tuteur. Excusez-moi, Donc quand la mu j'ai Oui? j'ai une question. Et au-delà des 20 ans, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je pense à... Il faut de nouveau, se prononcer. D'accord, Faut reprendre à zéro en quelque sorte, faut faire le point. d'accord, Le merci. le renouvellement, qui va jusqu'à 20 ans. D'accord. Le renouvellement, ça veut dire qu'il y a pas de enfin l'examen est moins approfondi que quand on met en place au départ, quoi. Mmh. Donc il faut tout recommencer à zéro, enfin voilà. Hem, donc cette mesure, elle peut être modifiée en permanence puisque précisément, vous vous souvenez, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit adapté à la situation particulière et aux besoins spécifiques de la personne. Et donc, à tout moment, le juge peut arrêter, modifier, substituer, amender, etc. Cette mesure, elle s'étend à la personne et à ses biens. Mais encore une fois, le juge peut l'adapter, en disant que, il y a certains biens qui vont complètement échapper à la curatelle ou, certains actes et cetera. Toutefois, il existe un certain nombre d'actes pour lesquels la tutelle et la curatelle n'est pas le régime enfin, ne va pas affecter la capacité d'exercice du majeur. Ça concerne, on va le faire à l'envers, d'abord les actes qui sont interdits. Quoi qu'il arrive, on va le voir à la fin. Ça concerne les actes qui vont être systématiquement soumis à une autorisation du juge, parce qu'ils sont trop graves. Ça concerne les actes qui sont régis par un principe d'autonomie du majeur, c'est-à-dire que la loi décide que pour ces actes-là, le majeur peut faire seul. Et ça concerne de manière générale, même quand la loi ne le dit pas, les actes strictement personnels. Les actes strictement personnels, ça rejoint ce qu'on a déjà dit pour les mineurs. Ce sont les actes qui, en fait, impliquent de manière intime la personne dans sa vie psychique et corporelle. Alors, à la différence des mineurs, ici, on a un article qui nous dit clairement les choses, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes de la nature implique un consentement strictement personnel, ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée, sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Mais quand on dit sont réputés strictement personnels, ça veut dire que ces actes-là, on doit les tenir pour strictement personnels, mais ça ne veut pas dire que la liste est limitative. Ça veut dire que pour les autres, on pourra discuter du fait qu'ils sont strictement personnels ou pas. C'est-à-dire que pour cela, la loi établit qu'on doit les tenir pour strictement personnels, sans en discuter. Mais pour les autres, on peut discuter et retenir qu'ils sont strictement personnels. Et c'est ainsi que, par exemple, on a estimé en justice que le vote est un acte strictement personnel. L'appel d'une décision du juge des enfants restreignant les pouvoirs de l'autorité parentale du majeur,
Alors ça rejoint en réalité la sphère de l'autorité parentale. C'est un acte strictement personnel. Le consentement à une relation sexuelle, on va y revenir dans un instant, c'est un acte strictement personnel. La rédaction des directives anticipées, c'est un acte strictement personnel. La désignation d'une personne de confiance, c'est un acte strictement personnel. Voilà des exemples qui n'étaient pas prévus, en tout cas, s'agissant bon, l'autorité parentale, on pouvait discuter, on va dire, c'était à la limite, mais tous les autres, ce sont des situations où le juge a confirmé que c'était des actes, strictement personnels. Parce qu'effectivement, on n'imagine pas que, ce soit le tuteur qui rédige les directives anticipées pour la fin de vie. C'est bien la personne qui doit dire ce qu'elle préfère. On n'imagine pas que ce soit le tuteur, qui consente à une relation sexuelle. C'est la personne, dans son intimité, dans ses préférences, qui doit pouvoir s'exprimer. Et cela a donné lieu, par exemple, à une décision de justice où on était dans un contexte, d'une, d'une application qui, heu, gérait un centre, pour personnes handicapées et dans le cadre, d'activités de la journée, à un moment donné, il y a 2 résidents dans la salle à manger qui tout à coup commencent, à s'embrasser et plus et plus et plus et plus. L'infirmière, en charge, des activités décide, de mettre en place un claustrat de manière à les isoler, mais les laisse faire et écarte les autres résidents pour, continuer à faire des activités avec eux. La famille des résidents, n'est pas très contente de cette situation et donc se retourne vers l'association qui elle-même se retourne contre l'infirmière en estimant qu'elle a effectué une faute et qu'elle aurait dû, faire en sorte d'avertir la famille de ce qui se passait. Eh bien non. Il s'agissait là clairement d'un acte impliquant l'intimité des personnes, donc d'un acte strictement personnel et c'est bien ce que dit la cour d'appel, de Paris. Un résident d'un établissement a droit au respect de sa vie privée et de son intimité, parce que vous vous souvenez que c'est clairement dit aussi qu'il faut que ce soit fait dans le cadre du respect des droits et libertés individuelles, hein. Convention internationale de droits des personnes handicapées, vous vous souvenez, on a dit la protection et la limitation de la capacité d'exercer, c'est toujours dans le respect des droits et libertés. Or, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, droit à la vie privée. On est d'accord. Voilà, donc un résident d'un établissement a droit au respect de sa vie privée et de son intimité. Il doit être protégé de toute action visant à lui interdire une relation intime. Pardon, euh, je, pardon, je lis mal. Euh, Ça, c'est ce que reprochait l'association. C'était que finalement, elle aurait dû Oui, non, pardon, bah, c'est bien lu. Je ne sais pas pourquoi je. Non, c'est bien ça. Un résident d'un établissement a droit au respect de sa vie privée et de son intimité. Il doit être protégé de toute action visant à lui interdire une relation intime mutuellement consentie. Donc, il doit être protégé contre les actions qui visent à lui interdire d'avoir une relation dès lors qu'elle est mutuellement consentie. Alors après, c'est le problème, c'est de savoir est-ce qu'elle est mutuellement consentie. Parce que par contre, il doit être protégé contre évidemment les agressions sexuelles, hein. Or là, l'infirmière, heu a bien constaté visuellement le consentement des 2 personnes. Elle a pris avec une autre infirmière la décision de les isoler. Elle a constaté qu'ils avaient l'air tous les 2 satisfaits et aucun élément n'est produit permettant de dire qu'en fait, ils n'étaient pas consentants puisqu'au contraire, on a des éléments qui, expriment physiquement le fait qu'ils voulaient tous les 2 avoir une relation sexuelle et donc le fait que ces personnes soient placées sous tutelle est sans incidence sur leur droit à entretenir des relations intimes, dès lors que les relations sexuelles relèvent par définition des actes strictement personnels, de sorte que l'autorisation préalable du juge des tutelles n'est pas nécessaire. À l'époque, c'était encore le juge des tutelles. Bon. Voyez, un exemple qui peut être,
semblait être, un peu, à la limite, parce qu'effectivement, 2 personnes qui, sont en situation de handicap, mental, on peut s'interroger, mais effectivement, on a là une sphère qui relève, des actes, strictement personnels. Hem, aux côtés des actes, strictement, personnels, qui peuvent donc être découverts au-delà, de ce qui est prévu par la loi, dès lors qu'on estime que c'est quelque chose qui relève du fort intérieur de la personne, de ses choix intimes, et cetera, eh bien, il faut aussi tenir compte de tous les actes qui sont prévus par la loi comme relevant de l'autonomie de la personne. Cette fois-ci, par contre, il nous faut un fondement légal. Enfin, je veux dire, il nous faut un acte qui soit prévu, par la loi. Et ce que nous dit la loi, c'est la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peut prévoir qu'elle bénéficiera pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Toutefois, sauf urgence, cette personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou le conseil de famille, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Donc on nous dit, pour ce qui concerne les actes personnels, c'est la personne qui doit prendre seule ses décisions, mais lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, le juge peut prévoir, par exception, que, il soit représenté, y compris pour les actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. Sous-entendu, une personne qui est hors d'état d'exprimer sa volonté peut quand même être, soignée avec l'autorisation, par exemple, de son tuteur. Mais en ce qui concerne les actes portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée, c'est le juge qui doit nécessairement autoriser. Donc, typiquement, une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ne peut pas, par exemple, euh, avoir une relation sexuelle autorisée par le tuteur. Donc, c'est pas parce que vous êtes tuteur que vous pouvez donner l'autorisation pour une personne si elle ne peut pas exprimer sa volonté. Dès lors que ça intéresse l'intimité de la vie privée. D'accord? Alors, quel est ce domaine du coup des actes personnels régis par un principe d'autonomie? Eh bien, le mariage, le divorce, le choix du lieu de vie, le choix des relations personnelles et amicales, le domaine médical. La loi le précise, la personne chargée de la mesure de protection est informée du projet de mariage, mais, et ensuite elle pourra éventuellement s'y opposer, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas cette personne qui consent et n'a même pas besoin de permettre, n'a plus besoin de permettre depuis 2019, puisque jusqu'en 2019, on prévoyait que c'était certes la personne qui consentait, mais avec l'autorisation euh, du curateur ou du juge. Désormais, elle consent seule. La personne en charge de la protection est informée et éventuellement pourra former opposition, c'est-à-dire en réalité mettre en route une procédure différente qui vise à faire opposition au mariage. Pour le choix des relations personnelles, eh bien, on a
également cette affirmation que cela relève de la sphère d'autonomie de la personne, avec cette illustration qui était relative à un frère qui souhaitait venir visiter sa sœur qui était en établissement. Le problème, c'était que quand il venait, il était lui-même très agité et qu'il faisait beaucoup d'esclandres et que ça perturbait non seulement le lieu de vie institutionnel où la personne était hébergée, mais également la personne elle-même qui ensuite était très agitée. Et donc, l'institution souhaitait mettre un terme aux visites du frère. Et le frère n'était pas d'accord. Il a donc saisi à l'époque le juge des tutelles, puisqu'on est avant 2000, enfin les faits sont antérieurs à 2019. Et les juges vont valider le fait de ne pas permettre la visite, mais ils vont le valider au regard des caractéristiques spécifiques à la fois des conditions d'accueil de la personne et de la déstabilisation psychique qu'induit pour la personne les visites de son frère. Malgré tout, vous remarquerez que là, certes, on insiste sur la déstabilisation psychique de la personne, mais que, en réalité, la Cour de cassation, qui encore une fois, en fait, va faire référence au pouvoir d'appréciation des juges du fond, mais va prendre soin quand même de vérifier qu'ils ont bien motivé, fait référence à l'impossibilité d'un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques. Donc, au fait que finalement, oui, il y a des conséquences des visites du frère qui sont mauvaises pour l'état psychique de la personne et pour les conditions de réception, mais que s'il avait été possible de mettre en place un encadrement des visites ou des contacts téléphoniques, ça aurait été bien malgré tout de maintenir. Parce que on n'est pas totalement. Là, on est dans le cadre normalement de la sphère des actes personnels. Donc, vous voyez qu'on adapte, on adapte. Et puis l'autre exemple que je vous avais demandé de regarder, bah, c'était le document que je vous avais demandé, que je vous avais mis sur ma doc, pardon, qui est relatif à une affaire très célèbre, dont vous avez beaucoup entendu parler à propos de la fin de vie. Puisque c'était une personne qui, à la suite d'un accident où il avait subi un très grave traumatisme crânien, se retrouvait en situation d'être alimenté, hydraté de façon artificielle. Il était en état végétatif. Et un tuteur, en l'occurrence une tutrice, avait été désignée, en l'occurrence sa femme. Mais il y avait un gros conflit entre sa femme et les parents, et les frères et sœurs aussi, dans mon souvenir. En tout cas, les parents, c'est sûr, et une partie de la famille. Et donc il y avait un conflit, notamment pour prendre la décision de fin de vie et cetera. Mais aux côtés de ce conflit, enfin en parallèle de ce conflit sur, la fin des traitements, il y avait aussi un conflit parce que du coup, eh ben, la famille suspectait l'équipe médicale de ne pas faire les bons choix et donc souhaitait déplacer la personne et souhaitait pouvoir lui rendre visite. Or, les visites avaient été restreintes. Et donc, vous voyez que même dans ce contentieux de fin de vie, on retrouve cette problématique des relations personnelles et du lieu des soins. Et comment est-ce que le juge va trancher? Eh bien, précisément, en considérant que cela relève des relations personnelles, donc de la sphère, en principe, de la sphère d'autonomie de la personne, mais que là, on est dans un contexte euh, où ben, la personne ne peut pas s'exprimer.
Ce qui va aboutir, à l'idée, concernant, les relations personnelles que, il y a une difficulté, liée à la contestation des restrictions imposées par le centre hospitalier et liée au conflit entre les membres de la famille et que dans une perspective d'apaisement, il convient de réglementer les visites en fonction du bien-être du patient et de la sérénité qui doit lui être assurée dans sa chambre d'hôpital, mais également en fonction des nécessités du service de soins ou sans prise en charge d'autres patients. Donc, le juge va dire, bah, puisque ça relève de la sphère en principe d'autonomie de la personne, c'est moi qui vais décider et non pas le tuteur. C'est moi qui vais décider. Donc, l'épouse ne peut pas décider. Donc, puisque c'est moi qui vais décider, eh bien, je décide que, il faut, des conditions de vie apaisées dans la chambre d'hôpital. Il faut des conditions de soins sereins et vous remarquerez qu'encore une fois, eh bien, on va quand même on va quand même prendre en considération aussi le contexte, hein, avec le fait qu'il y a d'autres patients, qui sont aussi dans une situation complexe. Et des contraintes professionnelles pour l'équipe soignante, et cetera. Et donc, on va considérer qu'il y a quand même des visites qui sont possibles, puisqu'il y a une vingtaine de proches qui peuvent visiter la famille et que donc, et qu'en plus, il est toujours possible de faire des demandes ponctuelles d'élargissement et que donc dans ces circonstances, eh bien, on peut effectivement, considérer que le juge a pu organiser, les relations, personnelles. Par contre, heu, le juge va décider qu'en ce qui concerne le lieu de soins, eh bien, là, il s'agit, d'un, acte qui, en fait, est suffisamment grave pour, que, eu égard au fait que la personne ne peut plus exercer, elle-même, ne peut plus s'exprimer elle-même, eh bien, ça revienne au tuteur. Et là, c'est vrai que on se dit: «Bah, normalement, le lieu de vie, c'est quand même, un choix personnel». Oui, mais là, il y avait plus de possibilité de s'exprimer, et donc heu, le juge a estimé malgré tout que, le tuteur, était recevable. Que seul le tuteur était recevable à faire une requête de demande de changement d'établissement et donc la famille ne pouvait pas valablement, faire cette requête. Alors le temps passe, il va nous rester une demi heure, je pense, pour le dernier thème. S'agissant des décisions, relatives à la santé, eh bien, clairement, on est dans le cadre de la sphère, personnelle et d'autonomie, et donc c'est, normalement le consentement de la personne majeure, qui doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté. Donc on avait vu que pour le cas précédent, précisément, il n'était plus apte à exprimer sa volonté et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec, soit le juge, soit le tuteur, qui prenait la décision alors que normalement c'est un acte qui relevait de la sphère d'autonomie et des relations per et des décisions personnelles. Hem, Lorsque cette personne ne peut pas exprimer sa volonté, eh bien, c'est la personne chargée de la mesure de protection qui va donner son autorisation en tenant compte de l'avis qui a pu éventuellement être exprimé ou qui peut encore être exprimé, mais pas sous forme de volonté. Donc, par exemple, une personne qui s'oppose physiquement, par exemple, à un soin, bah, on va essayer quand même d'en tenir compte. Par exemple, en évitant peut-être, enfin, en essayant d'utiliser, la méthode la plus douce possible pour la calmer, pour éviter, enfin, pour tenir compte en tout cas de ce qu'elle essaye d'exprimer. Mais ça n'empêche que, si vraiment cette personne est hors d'état d'exprimer une volonté, et bien, c'est, la personne en charge heu, de de, de de l'assister ou de le représenter, qui va donner son autorisation. Mais s'il y a un désaccord entre le majeur et la personne chargée de sa protection, alors c'est le juge qui doit autoriser. Et tout le problème, évidemment, ça va être de faire la différence entre, enfin, de savoir ce qui constitue le désaccord. C'est-à-dire qu'une personne, ce qu'on nous dit que c'est la personne qui exprime son consentement, même si c'est une personne sous protection, elle doit exprimer son consentement.
mais que si elle est hors d'état, si elle n'est pas apte, à, exprimer sa volonté, eh bien, c'est la personne qui la représente. Alors, évidemment, la question de savoir, bah, la personne, encore une fois, qui dit: «Non, non, 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 non», est-ce que c'est juste qu'elle exprime un avis, mais pas une volonté, et donc que c'est le tuteur qui doit décider? Ou est-ce que c'est qu'en réalité, il y a une opposition et dans ce cas-là, il faut que ce soit le juge qui autorise? Ben, vous voyez que là, il y a une marge d'appréciation qui va rendre un petit peu l'interprétation, complexe. En tout cas, là, il y a une coïncidence entre les textes, les différents textes du code de la santé publique, y compris la partie, réglementaire qui, heu, donne force juridique au code de déontologie médicale, puisque on nous dit qu'un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, doit obtenir son consentement, le cas échéant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Donc c'est moins précis, mais on nous dit, en tout état de cause, que le principe, c'est que c'est la personne qui consent. Le principe, c'est que c'est la personne qui consent. C'est vraiment si on estime qu'elle n'est pas apte à exprimer sa volonté que on doit, que dans ce cas-là, on se tourne vers la personne chargée de la mesure de protection. Et toute la difficulté, c'est précisément de savoir, bah, qu'est-ce que être apte à exprimer sa volonté? Bien sûr, il y a l'aptitude physique. Je ne peux pas m'exprimer physiquement parce que je suis, dans un état, végétatif. Mais il y a aussi éventuellement, bah, par exemple, une bouffée délirante. Une bouffée délirante, à ce moment-là, ben, on n'est plus dans une situation d'exprimer sa volonté, sa volonté est trop altérée. Mais ça va quand même poser, le problème de savoir, bah, quand est-ce qu'on est dans une bouffée délirante, alors même qu'on est dans un contexte de décision relative à la santé et donc effectivement, c'est finalement le médecin qui va apprécier, si, la personne est apte à exprimer sa volonté, en posant un diagnostic de bouffée délirante et donc finalement, c'est bien le médecin qui va dire: «Ben, on est soit dans une situation où c'est le tuteur qui décide, soit dans une situation d'opposition où il faut que je saisisse le juge», quoi. Voilà. Alors, il y a des actes qui sont totalement interdits et on retrouve en réalité les mêmes que pour les mineurs. La ligature des trompes, où on nous dit que, ah oui, pardon, la ligature des trompes, c'était, totalement interdit pour les mineurs. Pour, les majeurs protégés, pardon, c'est différent, puisqu'elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales a justifié l'instauration d'une mesure de protection que lorsque aucune autre méthode, contraceptive alternative n'est possible et avec l'autorisation du juge. Donc là, c'est interdit, ce n'est pas totalement interdit, mais c'est, interdit pour, le tuteur au sens où il ne peut pas décider, c'est le juge qui doit décider. Et en tout état de cause, on nous dit que, le consentement, de la personne doit être recherché et pris en compte, mais c'est pas la personne qui va décider. Heu, Sauf que, il ne peut être passé outre à son refus. Donc ce n'est pas elle qui décide puisque c'est l'autorisation du juge qui va permettre. Mais si la personne refuse, le juge ne pourra pas autoriser. Et le prélèvement d'organes, cette fois-ci, est complètement interdit. Aucun prélèvement d'organes en vue d'un don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, donc seulement pour la tutelle. Donc pour la curatelle, ça peut s'envisager, mais pas pour la tutelle. Voilà, donc c'est la fin, du premier thème. Si vous avez, quelques questions,
Je vous propose très rapidement de les poser parce qu'il nous reste une demi-heure pour le deuxième thème, donc je pense qu'on débordera un petit peu sur la séance de la semaine prochaine. Alors, je passe au diaporama suivant. Alors, on a vu les problématiques de capacité qui concernent les personnes physiques vulnérables. Les personnes physiques vulnérables que sont les mineurs, les personnes physiques vulnérables que sont les majeurs protégés. Maintenant, nous allons voir les... attends, il faut que je partage. La situation où on envisage la personne, les situations où on envisage d'utiliser la personnalité juridique pour protéger des vulnérabilités qui ne sont pas humaines ou pour créer des points d'imputation d'obligations, donc des responsabilités au-delà des personnes humaines. Donc, vu le temps dont on dispose, je vais passer sur la diapositive de rappel des définitions parce que je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin, vous avez compris, personne, chose, bien, sujet de droit, droit objectif, droit subjectif, droits fondamentaux, tout ça maintenant, je pense que c'est bon pour vous. Et revenir sur la question qu'on a vue la semaine dernière de la personnalité juridique, pourquoi faire? Et on a vu que la personnalité juridique, ça servait à imputer des droits et des obligations, mais ça servait aussi à protéger. Et c'est la raison. Et en fait, ce sont ces deux fonctions qui vont expliquer qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour utiliser la personnalité juridique, soit comme un dispositif de protection, soit comme un dispositif d'imputation de responsabilité. Mais précisément, ce que vous montre cette façon de présenter les choses, c'est à la fois que c'est tout à fait compréhensible, puisqu'effectivement, la personnalité juridique sert à protéger et effectivement, la personnalité juridique sert à imputer des droits et des obligations. Et en même temps, vous voyez que là où précisément ces propositions achoppent, c'est qu'elles ne tiennent pas compte du fait que la personnalité juridique, ça sert à faire tout ça, et pas seulement ça. C'est-à-dire que dans les propositions qui sont faites, vous allez le voir, la personnalité juridique, elle ne sert qu'à protéger ou bien elle ne sert qu'à responsabiliser. Elle ne sert pas à faire tout ensemble. Alors que précisément, la personnalité juridique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, en tout cas en Europe, hein, sert à faire tout cela ensemble. Parce que le sujet de droit, c'est tout cela. C'est-à-dire pas seulement un point d'imputation d'obligation, pas seulement un point d'imputation de droit, mais un point d'imputation de droit et d'obligation. Donc, une personnalité juridique, pourquoi faire? Pour protéger, et l'exemple qui est le plus illustratif, c'est les propositions d'attribution d'une personnalité juridique aux animaux. L'idée, c'est finalement que les animaux, dès lors qu'ils ont un intérêt à défendre sous la forme d'un besoin de survivre ou d'être protégés contre les atteintes à leur corps, les atteintes à leurs besoins comportementaux, eh bien, finalement, ont des points communs très forts avec les personnes humaines, avec les personnes physiques, qui ont aussi besoin d'être protégées dans leur vie, dans leurs besoins physiques, physiologiques et leurs besoins comportementaux. Et donc, finalement, en plus, bien sûr, une continuité du biologique et une continuité aussi éventuellement de certains fonctionnements cérébraux qui donnent aussi des données scientifiques favorables à une reconnaissance d'un problème commun à tous les êtres vivants autour de l'idée qu'il faut protéger ces organismes vivants. Et pour mieux protéger ces organismes vivants, eh bien, il faudrait leur conférer des droits, car au fond, les droits seraient les meilleures armes pour protéger.
Et pour pouvoir conférer des droits, eh ben, il faut avoir affaire à un sujet de droit. Et maintenant, vous le savez, pour qu'il y ait un sujet de droit, il faut une personne juridique. Euh, donc, ces propositions, elles sont en fait assez anciennes, hein. Là, je vous ai mis juste un exemple, et c'était juste un exemple juridique, mais en fait, d'un point de vue philosophique, le débat ne cesse de rebondir depuis, bien sûr, Descartes et la théorie de l'animal-machine, etc. Donc, voilà, je ne vous ai pas mis Montaigne ou d'autres philosophes. Là, je me contente de mon précaré, entre guillemets. Donc, je vous ai donné un exemple d'auteur qui date de 1900, Édouard Engelhardt, qui écrit: J'en appelle ici aux données tirées d'observation des faits. Si les bêtes, ce qui n'est pas contestable, forment avec l'homme une série d'individus pourvus à des degrés différents des mêmes facultés physiques, intellectuelles et morales, n'est-ce point une erreur grossière, une violation flagrante des lois de la nature, que de les exclure d'une communauté dont elles font partie intégrante pour les refouler dans un ordre de corps organiques ou inorganiques auxquels elles sont étrangères? La biologie, considérée dans ses principaux domaines d'investigation et de découverte, repousse hautement pareille confusion, si même on écarte de la science de la vie l'hypothèse évolutionniste que le génie moderne y a rattachée. Pour elle, les bêtes supérieures surtout, ne sont pas des choses, et il n'est guère moins illégitime de les réduire à cette condition que de faire d'un homme un objet de propriété. Or, évidemment, vous en doutez, depuis 1900, les connaissances scientifiques n'ont fait que s'accumuler pour non seulement démontrer la variété des formes de sensibilité organique des animaux, et particulièrement des animaux vertébrés, mais pour démontrer aussi la complexité cognitive et émotionnelle et comportementale des animaux, particulièrement des animaux vertébrés, mais aussi des animaux invertébrés, puisque désormais, on sait beaucoup plus de choses sur les capacités cognitives et les registres émotionnels, par exemple, des poulpes, des pieuvres, etc. Or, il se trouve que, effectivement, en droit français et dans les différents droits de l'Union européenne, alors après, c'est formulé de manière variée, on va le voir, mais euh, en droit de l'Union européenne et dans les droits nationaux des pays membres de l'Union européenne, les animaux se voient appliquer le régime des biens, c'est-à-dire le régime des choses appropriables. Alors, qu'est-ce que la propriété? Pour le coup, c'est rare. On a un article qui n'a pas évolué depuis l'adoption du Code civil. C'est vous dire si la définition est robuste. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Et évidemment, si vous vous arrêtez avant le pourvu, vous avez une conception de la propriété extrêmement violente, extrêmement totale, puisque finalement, ça va être la manière de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, donc y compris en la détruisant. Mais évidemment, le texte ne s'arrête pas là, puisqu'on a pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Or, précisément, il existe beaucoup de lois ou de règlements qui limitent la propriété. Et toute la question, finalement, c'est de savoir pourquoi on la limite et comment on la limite. Donc oui, vous pouvez faire un usage le plus absolu possible de votre console de votre console de jeux vidéo. Si vous en avez marre de perdre, vous pouvez décider d'exploser cette console sur votre table. Personne ne viendra à y redire quoi que ce soit. C'est votre bien. C'est une chose appropriée. Vous exercez un droit de propriété total, absolu sur cette chose. Et il se trouve qu'aucun texte de loi n'est venu prohiber le fait de détruire une console de jeux vidéo. Par contre, il y a beaucoup de lois qui prohibent la destruction de certaines choses et il y a beaucoup de lois qui encadrent la manière d'utiliser ou
de conserver ou de s'occuper de choses. Et pour les animaux, c'est particulièrement le cas, on va le voir, puisqu'il y a beaucoup de textes qui protègent les animaux, y compris contre leurs propriétaires. Mais évidemment, selon la manière dont vous interprétez les textes, vous allez aboutir à l'idée que l'animal est dans la dépendance totale de son propriétaire et que donc c'est inadmissible que ce soit une chose, parce qu'il va être une chose comme une chaise, ou bien vous insistez sur le pourvu que, et là vous dites non, parce que précisément l'animal c'est certes une chose, mais c'est une chose spéciale, avec un régime spécial de protection. Et donc oui, il a un propriétaire, mais il a un propriétaire qui est contraint par ce régime spécial de protection. De la même manière, l'article 2-13 du Code de procédure pénale, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Vous pouvez, cet article, que nous dit-il? Il nous dit que les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, donc on va prendre la version postérieure à 2018, hein, je vous expliquerai après la différence. Euh, Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les textes prévus par le Code pénal. J'ai l'impression qu'il y a des mots qui ont sauté. Euh, aux articles L215-11 et L215-13 du Code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. Bon, on va se dispenser de la dernière phrase. Donc, il y a une manière de lire cet article qui consiste à dire, en fait, ici, on a un intérêt juridiquement protégé et qui est juridiquement représenté, puisqu'on a des textes qui protègent les animaux, y compris contre leurs propriétaires, et on a la possibilité pour certaines associations d'agir en justice pour réclamer l'application de ces textes de protection. Et donc, on a un intérêt juridiquement protégé et représenté en justice. Sous-entendu, on n'aurait plus là une chose, on aurait un sujet de droit dont l'intérêt juridiquement protégé est représenté en justice. Sauf que, si vous lisez attentivement le texte, vous vous apercevez que, et c'est pour ça que j'ai souligné le « en ce qui concerne », que la liste est limitée. C'est-à-dire que ces associations ne peuvent agir en justice que parce que la loi les y autorise, et seulement dans la mesure où la loi les y autorise. C'est ce qu'on appelle la qualité pour agir. C'est parce que la loi le prévoit, et c'est dans la limite où la loi le prévoit, c'est-à-dire seulement pour les textes qui sont limitativement énumérés. Et d'ailleurs, ça va poser problème, par exemple, parce que pour les articles, vous avez vu, c'est ça la différence, en 2018, on ne faisait référence qu'aux articles, aux infractions qui étaient limitativement énumérées là. Après 2018, la liste est plus longue et on fait référence à deux articles du Code rural et de la pêche maritime qui n'étaient pas prévus auparavant. Et précisément, il y a un certain nombre de textes qui sont dans le Code rural qui, en fait, ne relèvent pas des infractions, même aujourd'hui, même après 2018, qui peuvent être des textes, on va dire, considérés comme étant peut-être secondaires, parce que ça va être, par exemple, le fait que vous êtes obligé de tenir à jour un registre des interventions du vétérinaire, par exemple. Mais en fait, ce sont des textes qui peuvent être utilisés pour la protection animale, mais que ne vont pas pouvoir mobiliser des associations parce que ce n'est pas prévu. Et ça, je vous ai vu, je vais vous donner la parole. Le fait que les associations aient une qualité pour agir limitative, ça veut dire qu'en fait, l'intérêt défendu, c'est certes l'intérêt de l'animal, mais c'est d'abord l'intérêt que la société accorde à l'animal en le protégeant légalement et en prévoyant cette qualité pour agir. Voilà deux façons d'interpréter le texte. Selon la manière dont vous l'interprétez, du coup, vous allez soit considérer que les animaux sont déjà en quelque sorte des sujets de droit en puissance et que donc il faut construire une personne animale, parce que continuer à dire que ce sont des choses, en fait, c'est une erreur, puisque une chose qui échappe complètement à son propriétaire, parce que on peut défendre son intérêt en justice contre le propriétaire lui-même, ben, c'est un peu particulier. Ou bien, ou bien vous allez
dire que, bah, non, en fait, que, certes, c'est l'intérêt de l'animal qui est protégé, mais il est protégé parce que, la loi prohibe, les atteintes, à son état, physique et psychique, un certain nombre de ces atteintes, de manière d'ailleurs limitativement énumérée, et de la même manière, la qualité pour agir est limitativement délimitée. Oui, oui, allez-y. C'était pas une question. Je précise pour le Zoom. Hem De la même manière, le code civil, a été modifié en 2015 pour, inclure, un article ainsi rédigé: «Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens». Bon, bah, certains auteurs ont considéré que ça voulait dire que si les animaux sont soumis au régime des biens, c'est que, ils ne sont plus des biens en réalité, ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et d'autres ont dit: «Bah, non, en fait, s'ils sont soumis au régime des biens, c'est qu'ils continuent à être des choses appropriables, donc ce sont bien des biens». Simplement, parmi les biens, ce sont des biens très spéciaux, puisqu'en tant qu'êtres vivants doués de sensibilité, ils méritent une protection particulière et donc ils relèvent d'un régime spécial. Hem Mais vous voyez que, on trouve des positions vraiment très antagonistes et même caricaturales avec d'un côté, la SPA qui veut dire, «Un chien n'est pas une chaise», «Est-ce que c'est une évidence? Pourtant c'est une chose selon le code civil». Et puis de l'autre, la France agricole qui va dire, eh ben, en affirmant que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, dans le code civil, on veut la fin de l'élevage, quoi. Voilà, des positions complètement caricaturales qui reflète en fait une mécompréhension du fonctionnement du droit. Mais vous, maintenant, vous comprenez. Et de fait, les animaux bénéficient, d'une protection. D'abord parce que, on reconnaît leur sensibilité. Je vous ai déjà, cité, l'article, 515 du code civil, mais, on va y revenir. Et ils ont une protection spécifique complémentaire en fonction des activités et en fonction des animaux, avec des règles, il est vrai, particulièrement, protectrices en fonction de la proximité. C'est-à-dire que finalement, plus la proximité avec l'homme est importante, plus la protection va être forte. Il est vrai que la proximité les animaux les plus proches, en gros, sont soit ceux qui vivent à nos côtés, c'est-à-dire les animaux de compagnie, soit ceux qui sont les plus proches de nous biologiquement, c'est-à-dire les primates. Et en fait, ce sont eux, qui vont recevoir, la protection la plus forte. Hem, Cette reconnaissance légale de la sensibilité animale, elle est très claire et elle est très claire parce qu'elle s'exprime, en fait, dans différentes branches du droit. Et encore là, je ne vous ai mis, enfin bon, que ces 3 registres, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc en droit pénal, cette reconnaissance, elle s'exprime d'abord par, le fait qu'il y a un certain nombre d'infractions qui, interdisent les sévices graves, les mauvais traitements, les atteintes, volontaires ou involontaires à la vie. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'infractions, je ne détaille pas, mais qui protègent clairement la sensibilité animale. Depuis 1976, donc ça date pas d'hier, le code rural affirme que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et depuis 2015, le code civil, je vous l'ai dit, affirme que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc clairement, cette sensibilité est reconnue et elle est reconnue aussi au niveau européen. Alors, comme le droit de l'Union européenne, s'intéresse essentiellement à la circulation des marchandises et au marché commun, et cetera, l'animal va être une marchandise, mais on va organiser ce qu'on appelle le droit du bien-être animal. Et donc, on va voir affirmer en droit de l'Union européenne que le traitement, réservé aux animaux au sens du bien-être animal, c'est-à-dire la manière dont on fait en sorte que, les activités qui exploitent les animaux préservent leur intérêt, et leur, santé et ne leur portent pas une atteinte excessive, eh bien, est une question d'intérêt général. Et l'article 13 du traité fondamental de l'Union européenne, qui instaure les fondements de l'Union européenne, affirme que
le bien-être animal s'impose dans les différentes, la protection du bien-être animal s'impose dans les différents champs, dont je ne lui fais pas la liste, d'intervention du droit de l'Union européenne. Au niveau international, on trouve aussi, des, textes qui affirment la nécessité de protéger les animaux. Alors, c'est le cas de la CITES sur, les espèces protégées. Alors, c'est pas la sensibilité directement animale qui va être protégée puisque c'est plutôt, la biodiversité et le fait que, l'espèce soit en danger, soit vulnérable. Malgré tout, les individus animaux vont aussi être protégés par le biais, par exemple, de l'interdiction des mutilations ou bien du piégeage. Or, si on interdit les mutilations et le piégeage, c'est pas juste parce que ça va empêcher l'animal de se reproduire, c'est aussi parce qu'on tient compte malgré tout, même si c'est de manière secondaire, de la sensibilité des animaux, sauvages, même s'il est vrai que les animaux sauvages sont beaucoup moins bien protégés que les animaux domestiques, et cetera, et cetera. Et je vous l'ai dit, parmi, les animaux les plus protégés, on a d'un côté les animaux qui sont les plus proches de nous en raison du lien d'affection qui nous lie à nous, c'est le cas des animaux de compagnie, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de voilà, mais c'est le cas aussi des animaux qui sont les plus proches biologiquement de nous et notamment c'est le cas, des grands singes. Et par exemple, et c'était les documents que je vous avais demandé, il se trouve qu'on a tout un courant philosophique, et notamment Peter Singer, qui est un philosophe très connu du champ de la défense animale, philosophe utilitariste, hein, que vous connaissez peut-être, qui avait élaboré un projet grand singe qui défendait l'idée finalement qu'il faudrait considérer que les grands singes, au regard de leur capacité cognitive et de leur proximité génétique avec l'homme, devaient bénéficier de la même protection que les personnes qui participent à des recherches biomédicales. Bon, Peter Singer est d'origine australienne, il travaille aux États-Unis, il est philosophe, il ne se préoccupe pas du tout de droit, hein. Donc, on va dire que c'était une argumentation qui était purement philosophique et qui prétendait pas se préoccuper du droit applicable et a fortiori pas du droit applicable en droit français, etc. Eh bien, il faut savoir qu'en droit de l'Union européenne, avec la directive qui a été adoptée en 2010 en matière d'expérimentation, enfin, d'utilisation des animaux à des fins scientifiques et dans l'adaptation, l'application de cette directive de 2010 en droit français, on voit clairement l'affirmation que le principe, c'est que les primates ne sont pas utilisés dans les procédures expérimentales. Et c'est particulièrement vrai, parce qu'après, il y a des exceptions, etc., mais c'est particulièrement vrai des grands singes, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés, ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Ils ne le peuvent l'être que par dérogation, seulement sur, on va dire, autorisation, et seulement en réalité pour certaines finalités, puisqu'il s'agit de procédures expérimentales visant normalement la préservation de l'espèce ou bien les infections cliniques invalidantes et susceptibles d'être mortelles pour l'homme, qui en réalité sont apparues chez cette espèce. Donc, pensez évidemment par exemple au sida, etc. Mais à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse être atteint en recourant à une autre espèce. Alors, une autre espèce de singe, ou, enfin, c'est d'abord ne puisse pas être utilisée d'abord par des méthodes alternatives, bien sûr, hein, in vitro, in silico, etc. Ensuite, par une autre espèce qui soit moins développée. Ensuite, une autre espèce de singe. Et voilà. Donc, vous voyez que clairement, et si on le fait, eh ben, la Commission européenne doit être immédiatement informée qu'on le fait. Donc, sur le registre expérimental, en tout cas, non, les grands singes ne bénéficient pas du droit applicable aux personnes participant à des recherches biomédicales, mais ils ont leur propre régime protecteur pour ce qui est des recherches.
Bon, ça c'est le détail, des, conditions, d'exception et et on trouve ensuite, au-delà des interdits, aussi, des, obligations positives. Donc les interdits étant des obligations négatives, vous n'utiliserez pas, sauf exception et cetera, et des obligations positives qui est de dire, bah, si vous devez utiliser des primates, eh bien, vous allez devoir les élever en respectant, un certain nombre de conditions. Et donc, en fait, j'avais oublié, j'avais fait une diapositive sur le projet Grand Singe que vous deviez, regarder et vous voyez qu'effectivement, l'argumentaire reposait beaucoup sur leur proximité, génétique, avec nous, c'est l'extrait que je vous ai mis là, mais vous l'aviez déjà, dans ma doc. Voilà. Quoi? Le projet Grand Singe? Non, c'est pas le projet Grand Singe qui a fait évoluer la directive en 2010, hein. Mais ça a fait beaucoup, beaucoup enfin, ça a beaucoup discuté, on va dire. Ça a beaucoup, voilà. Mais la directive de 2010, c'est une directive qui a fait évoluer les choses sur beaucoup de registres différents. C'est-à-dire que c'est aussi la directive qui a étendu le champ de par exemple, la protection au-delà des vertébrés. Avant 2010, le droit européen ne protégeait que les animaux vertébrés en contact expérimental. Après 2010, elle protège aussi, les céphalopodes, voilà. Donc 2010 a vraiment été le moment et en fait, c'est un peu le pas enfin, c'est vrai que la situation de l'expérimentation a ceci très paradoxal que c'est à la fois le domaine scientifique qui utilise le plus les connaissances sur les animaux, puisqu'on va choisir les modèles expérimentaux par rapport aux connaissances dont on dispose sur eux et qui en même temps exploitent le plus et sont le plus susceptibles de faire souffrir les animaux, puisque ce sont des procédures expérimentales particulièrement attentatoires à leur intégrité. Je veux dire, quand on abat un animal, on met fin à une vie, mais on peut essayer de le faire sans souffrance, si possible. Quand on fait une procédure expérimentale, c'est de toute façon dans des conditions extrêmement contraignantes. Les animaux sont maintenus dans des conditions, sanitaires incompatibles avec leurs besoins, éthologiques, et cetera et cetera. Ensuite, ils ont des procédures elles-mêmes qui peuvent être plus ou moins douloureuses, enfin voilà. Donc c'est vraiment l'endroit où se concentre le paradoxe de notre rapport aux animaux, puisque c'est l'endroit où à la fois on va en savoir le plus sur leurs capacités, sensitives, cognitives, émotionnelles, relationnelles et cetera et l'endroit où on va le plus porter atteinte à leurs besoins organiques, à leurs besoins même comportementaux, à leurs besoins relationnels et cetera. Donc c'est le voilà. Hem, la ten Il faut savoir que la tentation, du coup, c'est précisément de sortir de cette dichotomie entre personne et chose et de se dire: «Bon, bah, finalement, est-ce que, la solution, ce serait pas de dire, bah, qu'il y a des sujets de droit qui sont pas des personnes?» Et c'est ce que certains, droits, européens, on va dire, ont plus ou moins, donné l'impression de faire avec des affirmations comme cette affirmation du droit suisse: «Les animaux ne sont pas des choses, sauf dispositions contraires, les dispositions s'appliquant aux choses sont valables pour eux». C'est aussi une formulation équivalente qu'on retrouve en droit autrichien. Heu, les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des lois particulières, mais les prescriptions pour les choses ne sont applicables aux animaux que dans la mesure où il n'existe pas de réglementation différente. Oui, mais donc c'est bien les réglementations des choses, voilà. Et en Suisse, comme en Autriche, on continue à vendre des animaux. Donc, pour pouvoir vendre, il faut une chose appropriée. Parce que c'est la vente, c'est la cession de la chose appropriée moyennant un prix. Donc, voyez que mais on est très mal à l'aise. Pourquoi? Bah, parce que vous l'avez vu à notre premier rendez-vous, en droit, on est toujours en train de tenir ensemble le registre technique et le registre symbolique. Et du coup, bah, le registre symbolique, on est mal à l'aise parce que c'est un registre de discours qu'on voudrait être très bienveillant, en phase avec les valeurs de l'époque. Et le discours technique, c'est un discours qui est en phase avec les besoins pratiques des échanges et de la vie sociale humaine. Et donc, le besoin pratique des échanges et de la vie sociale humaine, bah, c'est que tant qu'on utilisera les animaux,
pour se nourrir, même pour se tenir compagnie, hein, parce qu'au fond, les animaux de compagnie, ce sont des animaux qui sont utilisés, pour tenir compagnie, hein, mais ils sont utilisés pour ça. Donc tant qu'on aura ce rapport, et donc ce besoin de circulation, d'organisation d'activité et cetera, on aura des besoins pratiques auxquels on répondra par la dimension technique, qui est que, bah, on leur applique le droit des choses et même le droit des choses, appropriables. Et à l'étranger, on trouve des décisions, qui, donnent l'impression que les choses évoluent. C'est le cas notamment de cette décision de justice, de plusieurs décisions de justice, aux États-Unis, ou en Argentine, où en fait les associations ont essayé, alors on est dans un droit qui est très différent puisque c'est un droit, je vais m'arrêter après les 2 dernières là. Un droit, qui fonctionne, sur, des listes d'actions, hein. C'est le droit anglo-saxon, c'est un autre technique, et donc là, c'est l'action en habeas corpus qui normalement est réservée aux personnes, mais qui permet de les libérer lorsqu'elles sont, emprisonnées sans raison, et donc les associations tentent de faire valoir que la similarité entre les chimpanzés et les humains heu, justifie, à la fois la similarité biologique, cognitive, et cetera. Ils mobilisent beaucoup les connaissances scientifiques, en la matière, justifie en fait de les libérer quand ils sont, par exemple, dans des zoos, ou détenus par des particuliers, et ils tentent l'habeas corpus. Bon, ils n'ont pas obtenu, gain de cause, aux États-Unis, mais ils ont obtenu gain de cause, en Argentine. Mais quand on regarde, la décision argentine, on s'aperçoit que, le, le l'argument en réalité est très, très complexe, hein, puisque on va dire qu'il fait partie du patrimoine de la nation pour dire que le juge est compétent, pour ensuite dire: «Oui, mais il a des besoins physiques, donc ces besoins physiques doivent être protégés, et pour le protéger, il faut considérer que c'est un sujet de droit». Donc c'est un peu compliqué, et puis plus proche de nous, on a, en pays, en territoire kanak, en Nouvelle-Calédonie, ces îles Loyauté qui ont une compétence en matière environnementale et qui, ont tenté d'utiliser cette compétence en matière environnementale pour reconnaître des droits fondamentaux et une personnalité juridique à certains animaux, en tant que, figure, totémique, mais aussi en tant qu'être vivant, et entretenant des relations particulières avec les communautés, kanaks des îles de la province Loyauté. Et cette évolution juridique qui, pour le tout coup, aurait été du droit français, mais même si c'était du droit français d'outre-mer, a été retoquée, en 2024 par le Conseil d'État, qui a estimé que oui, la province des îles Loyauté avait compétence en matière environnementale, mais qu'elle n'avait pas compétence en matière civile, et que donc, modifier le régime juridique, applicable pour dire que éléments naturels, avait une personnalité juridique, eh bien, ça relevait du droit civil, et que donc il n'avait pas compétence en matière de droit civil, et donc elle a annulé, ces nouveaux articles. Je m'arrête là, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on commencera par terminer, mais ce ne sera pas très long, avec cette autre manière de mobiliser la personnalité juridique pour des entités non humaines, que sont, les intelligences artificielles et les robots. Voilà. Si vous n'avez pas de questions à distance, je vous souhaite une, bonne soirée. Je fais, comme, la semaine dernière, aussi vite. J'essaye de déposer, alors le premier diaporama, parce que le deuxième on l'a pas terminé, donc je le déposerai la semaine prochaine. Non, je vais déposer les 2 diaporamas puisque c'est au programme, du contrôle continu. Donc je vais déposer les 2 diaporamas ainsi que l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.